Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce live bilan de l'année cinéma chez Allociné. On va égrener notre top 10 de l'année, on va vous le dévoiler comme ça. Et avec moi pour faire les commentaires, n'hésitez pas à commenter évidemment sur Facebook, il y a Vincent Formica, merci beaucoup d'être là. Salut. Et on va marquer « Allez Vincent, yeah !» Donc là, ça commence très déjà, fort. Déjà, vous êtes chaud. Je crois que très bien. En plateau, nous avons Vincent Garnier. Bonjour. Laetitia Rattan, merci d'être là. Thomas Imbert. Salut. Bonjour. Et de l'autre côté, nous avons Max. Bonjour. Nous avons Léa. Hello. Et Corentin. Merci beaucoup à tous. Alors nous, tu dis pas nos noms de famille, j'ai remarqué. Ah oui, non. Nous, Max c'est Emilia juste, Perrette, Léa Voisin, Corentin Palanchini. Vous les connaissez très bien. Donc, n'hésitez pas à commenter. Vincent sera là pour prendre évidemment tous vos commentaires. On va commencer tout de suite parce qu'il faut vraiment qu'on tienne dans un temps réduit. On a 1 heure pour vous parler de cette année de cinéma avec notre numéro 10. Qui est un film qui n'a pas fait beaucoup de bruit, il me semble. C'est mais c'est joli. C'est Silence de Martin Scorsese. Ça commence très évidemment. fort, oh là là. Bravo. Ah oui, attention, blagues et tout ça, ça va être incroyable. Ça applaudit. Ah ouais, on a le droit aux blagues, mais il faut parler dans le micro, hein, si on... On a le droit aux blagues. Oui, on a tous le droit aux blagues, bien sûr. Pour nous parler de Silence de Martin Scorsese, j'imagine que Thomas Imbert va vouloir prendre un petit peu la parole sur... Je sais pas si je vais commencer. Forcément, il y a Corentin aussi qui l'a vu et. Enfin, Alors, qui veut nous chanter les louanges de Silence? Il faut dire que Silence, c'était le film que Scorsese voulait faire depuis 30 ans. Il a enfin réussi à le faire après avoir essayé maintes et maintes fois de l'adapter. C'est une adaptation d'un roman écrit par un japonais chrétien. Et du coup, oui, c'est enfin Scorsese qui fait son retour au film religieux après Kundun, je crois, qu'il a réalisé en 97. Il revient un peu au film religieux. Et cette fois, ce qu'il faut dire de ce Scorsese, c'est qu'il est très minimaliste. Et on est un peu déconcerté par ce film-là parce qu'il parvient à appeler notre fibre spirituelle, un peu à nous emporter vers la spiritualité, sans prosélytisme, et vraiment avec des images splendides. Et... Je me trompe, mais en parlant de spirituel, tu l'aurais pas un petit peu rencontré au Vatican oui, c'est vrai. C'était pas au Vatican, c'était dans un hôtel à Rome. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Et justement, oui, il nous disait qu'il avait fait ce film pour ceux qui doutaient, parce que la foi pour lui est constamment constellée un peu de doute comme ça, et pas vraiment. Il enviait les personnes qui avaient une foi vraiment véritable, et voilà, dans ce film, je trouve qu'il arrive à nous appeler à aller vers la spiritualité sans nous donner de leçons de morale, sans prosélytisme, et je trouve ça vraiment extraordinaire, et c'est vraiment le seul qui arrive à faire ça parmi tous les réalisateurs qui essayent de faire des films religieux. Je pense à Aronofsky avec son Noé qui était vraiment de grande ampleur. Là, vraiment, Mother cette année aussi. Voilà, exactement. Et voilà, donc là, c'est très minimaliste et je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve vraiment que ça a été fait de façon très intelligente. C'est un film, il faut quand même le dire, qui dure 2h30, voire 3 heures, qui est hyper éprouvant parce qu'on passe d'une scène de torture, c'est de la torture psychologique sans arrêt, mais face à cette violence que les personnages se prennent en pleine gueule pendant tout ce film, le titre du film répond parfaitement à ça, c'est Silence en fait. Et cette circonstance, je vais citer une citation de la Bible qui dit que Dieu n'était pas dans la tempête ou dans l'ouragan, mais il était dans la brise légère. Et c'est vraiment ce que vivent les personnages dans ce film. Et ça se retrouve effectivement, enfin là sans spoiler, dans le dernier plan du film qui est d'une splendeur. Pour moi, c'est mon plan final. Oui, on en a beaucoup parlé effectivement de ce dernier plan cette année. Et puis effectivement, comme tu le dis, le silence du titre, ça répond au silence de Dieu qui ne nous répond jamais et auquel il faut bien croire ou pas. Et ça répond à pas mal de choses dans le film, mais il faut vraiment le voir pour expérimenter ça. C'est très éprouvant, mais ça on se prend des coups de poing dans la gueule pendant 2h30 et on en ressort abasourdi, mais dans le bon côté. Et il nous dit surtout, on peut pas forcer un homme à prendre la foi de quelqu'un d'autre, mais on peut pas aussi faire renoncer à un homme sa foi. Exactement. Ça c'est aussi très très. C'est un film qui est d'une force incroyable. Voilà. Corentin, un petit mot sur Silence ou pas? Oui, c'est un film qui est marqué de l'influence japonaise en fait, beaucoup dans le style et dans la mise en scène, alors. Certains ont dit dans une certaine lenteur, ce qui est pas faux non plus, mais moi je trouve que c'est une atmosphère dans laquelle si on arrive à rentrer, on va rester captivé jusqu'au bout du film, et rien que pour ça, il mérite largement sa place, en plus de tous les thèmes que vous avez déjà mentionnés, et très bien. Et justement Corentin, puisque je te tiens, j'ai envie de te demander, quel est ton coup de cœur de l'année? Alors moi, mon coup de cœur de l'année, c'est un tout petit film qui s'appelle Logan. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Petit film. C'est assez petit. C'est confidentiel. Donc c'était évidemment le dernier film dans lequel Hugh Jackman incarnait Wolverine.
Et c'était un film de super-héros qui a vraiment changé des choses, je trouve, parce que c'est un film qui est très crépusculaire, qui marque la fin aussi d'une ère, je pense, du film de super-héros. Ça, c'est à titre personnel. Je pense vraiment que ça commence à montrer que le genre super-héroïque va commencer à se mixer avec d'autres genres pour survivre et pour proposer du neuf. Et c'est le premier à faire ça, je crois. Et moi, je trouve que le film est très intéressant parce qu'il s'inspire du western, parce qu'il s'inspire d'un côté désenchanté, qu'il a osé aller loin pas forcément dans la violence, parce que oui, c'est très violent, mais aller dans des thèmes qui souvent sont écartés du film de super-héros plus grand public. Et voilà. Et rien que pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était très très intéressant et j'ai été agréablement surpris. En plus de ça, c'est un film qui fait beaucoup hommage au western, qui est un genre que que j'aime bien. Ouais, voilà, on va pas se le on est cacher. content. Voilà, il y a plein de références. Voilà, si vous connaissez un peu le western, il y a des références dans Logan, plein. Voilà. Ok. Donc faites-vous plaisir. Super. Côté commentaires, on a déjà des gens qui veulent intervenir. Écoutez, il y en a Clémence qu'on salue, qui nous dit que Silence est un film qui nous embarque de par sa beauté incroyable, et on ne peut que plus soyer à ce En commentaire. plus, soit à mort. Alors, par contre, on a Samuel qui je crois, il a pas compris. Quelqu'un a vu le nouveau Jumanji? Non. On en parlera peut-être plus tard, Samuel. peut-être dans le Il n'est top pas dans le 10, top je 10. sais pas. Spoiler, il n'est pas dans le top 10. Mais non, mais spoil pas le top 10, Thomas. Je ne Attends. sais Spoil pas. à Je ne fond, sais pas. là. Ouais, tu spoil Attendez, beaucoup. Et on a Michael qui nous dit qu'il a vu Dunkerque, et personnellement, c'est un de mes films préférés de l'année, donc on va en parler bientôt. Donc, On ne dit rien. Peut-être, on ne sait pas. Arrêtez de spoiler. Comment voulez-vous que je fasse mon travail? En numéro 9, un film qui a fait un peu plus de bruit puisqu'il s'appelle... À voix haute. Tout à fait. Voilà, c'est joli, c'est trop beau. Introduction. Pas mal, pas On va mal. faire pas mal. un top Transition, thématique tout ça, sur le machin. son, vous allez voir. Il a pas fait assez de bruit à mon goût. Mais... Non, mais c'est vrai, mais toi, tu vas bien nous en parler, Laetitia, donc ça t'a beaucoup j'ai plu. adoré, c'est un documentaire lumineux, c'est vraiment porteur d'espoir, c'est vraiment un très beau documentaire. Moi je suis pas en général très très fan des documentaires, enfin j'adore les documentaires mais je vais pas au cinéma forcément pour les documentaires. Mais et de quoi ça celui-là, voilà, alors on suit les étudiants de l'université de Saint-Denis, donc du 9-3, qui se préparent à un concours d'éloquence. Donc voilà, c'est à la fois, il y a une sorte de tension, une tension dramatique dans le film, dans le documentaire, parce qu'en fait, comme on suit ce concours, cette préparation au concours, on se demande bien qui va gagner quand même. Donc déjà voilà. Et après, ce qui est génial, c'est que c'est un documentaire qui remet en avant l'intérêt de la force de la parole, en fait, le pouvoir des mots, le pouvoir, les mots comme arme sublime pour mieux se connaître, pour s'imposer, pour se révéler à soi-même, pour se révéler aux autres. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique. Je sais pas si. C'est un film qui t'a plu, toi aussi, Vincent? Ouais, c'est un excellent documentaire. Le truc incroyable, c'est la qualité la qualité des participants. Ils ont une éloquence, ils ont une rhétorique brillantissime, et on est quand même bluffé. Hein. Honnêtement, c'est incroyable. Et en particulier si on le compare au Brio. Ah oui, Qui est un peu justement, moins bien. oui, c'est ça, Ouais, ouais. qui est l'autre film moins qui bien. parle de la même chose, au fait, du même Bah oui, sujet, exactement, mais ouais. en fiction. Bah de oui, Yvan Attal. puis en pas très très convaincant. Là, en fait, on a du politiquement incorrect. Ils osent des trucs assez méchants. C'est pas toujours bienveillant, alors que on va pas dire du mal du Brio ici, mais c'est extrêmement bien vu et vivant, quoi. C'est ça surtout qui en ressort. On a de vraies Excellent personnalités. documentaire, ouais. Voilà, on a de vraies personnalités qui émergent et surtout, on a vraiment un documentaire qui nous montre d'une autre façon les jeunes de banlieue. Et ça fait du bien parce que voilà, c'est anti-cliché à mort et ça aide même à. Oui, alors ça, c'est politiquement correct. Oh, vache. Mais est-ce que, alors je sais pas, Ok, d'accord. peut-être que vous l'avez Merci. vu aussi de ce côté-là du plateau, mais est-ce que justement ce côté peut-être politiquement correct du film vous a pas agacé ou je ne sais pas? Non. Oui, mais toi, oui. Je sais que Ah non, oui. non, 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 C'est- non. Moi je trouve que c'est Qu'est-ce quand même que un c'est que film cette d'une question un très petit peu grande orientée bienveillance. Non, mais c'est Non, c'est un film effectivement qui est assez intéressant et moi je trouve surtout aussi par sa mise en scène, parce que c'est un documentaire qui va aller copier sa mise en scène finalement à la télévision, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène très télé-réalité avec l'aspect compétitif, avec les étapes de sélection, etc. Et du coup, faut reconnaître que si les télé-réalités marchent à la télé, c'est parce que cet aspect compétitif, il te tient en haleine, quoi. Il y a un côté un peu thriller, un peu t'as envie de savoir, quoi. Mhm. Et du coup, une fois que t'es rentré dedans, comme le documentaire est pas très long, tu vas au bout avec plaisir parce que tu veux savoir qui va gagner. Et puis, en même temps, t'es un peu triste qu'il y ait qu'un gagnant parce et qu'il y a puis, vraiment ouais. des talents Oui, mais enfin, incroyables. c'est Et, le gagnant quand même. Hein. C'est Et, un jeune acteur. et en parallèle à ça, il y a en fait un personnage de prof qui est absolument incroyable. C'est un avocat
qui est brillantissime aussi et qui lui est vraiment politiquement incorrect. Il épouse dans le retranchement. Il est malmène. Il est malmène au départ. Enfin, il y a un vrai truc, quoi. Et en plus de ça, il est particulièrement lui-même éloquent. Donc oui, bien sûr. On peut rien lui dire, quoi. Ouais. Il maîtrise son art complètement. Ouais, tout à fait. Bon, est-ce qu'on a des réactions sur le live Alors, on a Thibaut qu'on salue. Salut Thibaut, qui nous dit vous allez parler quand de silence. On en a parlé au début. Donc... On vient d'en parler. Tu regardes. On vient d'en alors. parler. Tu peux rembobiner si tu veux. Et puis, et sinon, on a Nati qui aussi beaucoup aimé à voix haute, qui dit qu'on vibre avec ces jeunes, on est scotché. Le brio est plus superficiel et commercial. Voilà, vous validez? Je veux plus soi. Voilà, complètement. Ouais. Ouais, on est de cet avis aussi. Bon, puisque pendant que je suis là, moi, je vais vous parler de mon coup de cœur aussi. Carrément. Ah ouais, super, bravo. Bah ouais. J'ai le micro, je fais ce que je veux, c'est moi qui présente. Mon coup de cœur, moi, de l'année était un film qui est passé très très rapidement au cinéma et qui n'a intéressé personne à part moi, je pense. Parce que tu l'as vu 4 fois, c'est ça? Je l'ai vu 5 fois. C'était T2 Trainspotting, la suite de Trainspotting, le premier du nom, qu'on a attendu, enfin que moi j'ai attendu pendant 21 ans. Et j'étais très très content de retrouver ces personnages qui m'avaient appris beaucoup de choses tout au long de ma vie. Et donc c'est un film extrêmement, je sais pas si on va dire nostalgique ou mélancolique. En tout cas, il s'agit de 4 potes qui étaient inséparables, qui ne se sont pas vus pendant 20 ans et qui se retrouvent et qui vont se demander si ils peuvent rattraper le temps perdu. Et évidemment, la réponse est à la fois oui et non. Mais en revenant comme ça sur les traces de leur jeunesse, ils vont revivre ici et là des petits moments de fraîcheur et des moments où ils étaient jeunes et beaux, alors qu'ils sont vraiment à la loose complète, quoi. Donc c'est un film sur le temps qui passe et sur la manière dont on peut se rajeunir une fois de temps en temps. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Alors vous connaissez pas Gauthier, vous là? Oui, mais il nous fan. a saoulé la tête pendant 1 an avec ce film. Ensuite, on a vu le film et il paraît que c'est un film proustien, mais moi oui, mais c'est un film proustien. Moi, je Et cherche alors, encore. Là où je vais aller dans ton sens, c'est que c'est non seulement un film proustien, c'était un film qui n'intéressait que moi. Voilà, c'était un film qui était fait pour moi. Juste pour toi. Voilà, juste pour moi. Ouais. Ce qui Et est ça quand m'a même beaucoup super intéressé. classe. Du coup, je suis très content. C'est quand même beaucoup super classe, un film de Danny Boyle fait uniquement pour toi. C'est ça, c'est bien. Mais- C'est bien quand même. Il a beaucoup Mais intéressé Anne-Sophie et Caroline qui disent que c'est excellent. Le deuxième Trainspotting était excellent. Ah bah c'est super. Oui, non mais je suis d'accord, il aurait Merci. mérité d'être un peu plus vu que ça. Je suis pas aussi fan que toi du film, mais il aurait mérité d'avoir un peu plus d'exposition et de rester un peu plus longtemps en salle. Disons que si on voulait faire une suite à ce film, il y avait que cette suite-là qui était possible. On pouvait pas les refaire drogués comme quand ils avaient 20 ans. Ça aurait été pas bon. Glauque. Bref, Bizarre. oui, glauque, bizarre. Continuons, continuons sur notre lancée. Donc le numéro 8, c'est un film de Catherine Bigelow qui s'appelle Ah, oui. Détroit. Ouais. Ah oui, c'est à moi d'en parler. Alors, je Non. ne sais pas qui veut parler de Détroit. Moi, je suis pas fan. Hein. T'es pas mais bon. fan de Détroit? Non. Moi, je trouve qu'il y a une excellente exposition. Ensuite, on s'enferme dans un lieu clos et là, je m'ennuie. Ah ouais, non. Voilà. T'es trop dur. À ce moment-là C'est qu'on reprend trop le micro, dur, hein, là. parce que ça va pas être possible Ça va d'entendre pas des du choses tout. comme ça. Donc c'est justement au creux de ce huis clos, au sein de ce huis clos qu'on ne s'ennuie absolument pas, n'est-ce pas? La mise en scène est extrêmement c'est extrêmement poignant. Qui transpire eux? Ok. Donc, Juste voilà. pour vous Oui, expliquer, raconte un petit pour peu. vous Voilà. expliquer de quoi parle Détroit. Oui. Donc c'est un fait divers qui s'est passé en 1967 dans la ville de Détroit et qui a été tenu sous silence jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ça fait 50 ans, on n'a jamais entendu parler de ce fait divers. C'est dans un motel où des jeunes blacks s'étaient réunis. On a cru entendre un coup de feu. La police est arrivée sur place et a commencé une nuit de violence contre des gens qui étaient innocents et de violences policières absolument inouïes, quoi. Enfin, un truc pas possible, quoi. Donc Catherine Bigelow, qui aime bien recréer des événements qu'on n'a pas vus, par exemple la frappe contre Ben Laden ou certaines images de la guerre en Irak, recrée là cet événement-là pour nous, puisqu'on n'a pas les images. Alors, est-ce qu'il y a des gens à qui ça a plu? Oui. Ah bah voilà, parle-nous, Léa. Vas-y, Léa, vas-y, je t'en prie. J'ai quelques petites réserves également sur le film, mais je trouve que c'est un vrai tour de force en ce qui concerne la tension. Je te rejoins, Laetitia, parce que c'est d'une précision assez chirurgicale
au niveau de la réalisation et du montage. Et toute la partie huis clos est vraiment terrifiante. C'est notamment, je tire mon chapeau aux acteurs qui interprètent les policiers. Tous les acteurs du film sont vraiment magistraux, mais Will Poulter qui interprète le policier, il est glaçant. Ouais. il est vraiment complètement saisissant, et moi j'étais terrorisée pendant tout le film, et je trouve que là on a un vrai tour de force, et je pense que Catherine Bigelow s'impose vraiment comme la réalisatrice de la tension, quoi. Oui, je suis bien d'accord avec ça. C'est quelque chose qui était déjà très présent dans Des Mineurs et dans Zero Dark Thirty, et là on retrouve vraiment ça, et en même temps c'est très beau à regarder, donc c'est quand même plutôt une grande réussite selon moi. Et je tire aussi mon chapeau à ceux qui font les victimes, parce qu'ils se font gueuler dessus pendant tout un film, et ça doit être très très difficile. Non, vraiment, ça doit être très éprouvant, quoi. Mais je rejoins quand même Vincent sur le fait que moi on m'avait vraiment vendu cette scène de huis clos qui est effectivement incroyable. On me l'avait tellement vendu que finalement ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont on y arrive. Et l'exposition, effectivement, l'action qui se met en place, comment les émeutes démarrent. Voilà, c'est ça, parce que ces personnages-là. Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas précisé un truc. Ça se passe dans un climat assez particulier. C'est les émeutes de Détroit. Oui, voilà, c'est ça. En 67. Donc, on imagine bien qu'il y a une certaine tension, une animosité à l'égard des jeunes blacks du côté des policiers. Voilà, il y a une raison. Ce sont des émeutes, au fait, qui se sont déclenchées à cause de ces tensions entre les quartiers blacks et les violences policières qui existaient déjà. Ouais. Donc ce fait divers est un point culminant, au fait, de ces émeutes-là. Ouais, tout à fait. Bon, quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Détroit ou Ah bah tant mieux, on va pouvoir passer à la première grosse info de l'année 2017, gros événement qui s'était passé en février aux Oscars, rappelez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a Warren Beatty et Faye Dunaway qui sont sur scène pour présenter l'Oscar du meilleur film. Ils ouvrent l'enveloppe et puis là, il se passe un truc hallucinant. À Warren Beatty, il arrive pas trop bien à lire, mais il se dit qu'il y a quand même une énorme connerie. Alors donc il passe la patate chaude à Faye Dunaway qui elle annonce en meilleur film. Donc La La Land. La La Land en meilleur film. Et alors là, c'est ubuesque. Toute l'équipe de La La Land se retrouve sur scène à remercier, etc. Ils font des checks, ils font on l'a bien mis à Moonlight. 3 secondes plus tard. Enfin, 3 secondes plus tard, il y a quand même un des producteurs de La La Land, donc très fair play, qui est venu au micro pour dire non, il y a eu une erreur. Non, les gars. C'est Moonlight qui gagne le meilleur film. Donc, qu'est-ce que vous étiez chez vous ? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? Je sais pas. Quand vous avez appris je dormais, moi. Toi, tu dormais. Moi, c'est exactement. terrible. Je me suis endormie 3 minutes avant cette scène, en fait. C'est-à-dire que je me suis réveillée. On était en train d'éteindre la télé, donc j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on éteint la télé ? Parce que c'est terminé. Et là, je me dis j'ai quand même loupé probablement le moment le plus important de l'année cinéma, quoi. Donc c'était compliqué. Pour moi, c'est l'occasion de m'excuser encore auprès de tous les internautes parce que le mec qui a tweeté La La Land gagne le meilleur film, c'était moi parce que je couvrais les. Ouais, mais c'est normal en même temps. Donc je suis désolé. Tout le monde s'est planté. Ce que disait Vincent, il y a quand même eu quoi je crois qu'il y a eu 2 minutes entre l'annonce de La La Land et la rectification, ce qui est énorme. C'est-à-dire que ce qui explique d'ailleurs ce qui est assez rigolo à voir, c'est de voir la tête de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, qui est blême. Et à côté de ça, Ryan Gosling, c'est énorme, c'est assez génial. Non, vraiment. Et ce qui est marrant aussi, c'est quand on parlait Vincent, en fait, c'est que Faye Dunaway, elle regarde, en fait, elle prend pas le temps de lire ce qui s'est passé. Elle voit La La Land, elle fait hop, La La Land, c'est parti. Donc c'est complètement ahurissant cette scène. Et si vous connaissez un peu le caractère de Warren Beatty pour avoir lu des livres sur lui ou vu ses films, c'est quelqu'un qui est très très compliqué à vivre, et du coup on se dit ok, si lui a été tourné en ridicule sur scène aux Oscars, alors que bon, il est plutôt au dernier tiers de sa vie, il va peut-être laisser cette image-là de lui. Il a dû gueuler en coulisses, mais un truc de fou, quoi. Je pense que les mecs, ils ont dû se faire laminer, quoi. D'ailleurs, ça a pas trop rigolé aux Oscars, et les retombées sont assez sévères. C'est là où on voit la différence. On compatit vachement avec le Poga parce qu'il existe un homme qui est responsable de tout ça, quand même, de cette énorme foirade. Et oui, c'est pas du tout Warren Beatty
aussi Faye Dunaway, c'est pas de leur faute, quoi. Qui est en fait c'est un des organisateurs parce qu'il sous-traite ça à une boîte. Et il y avait le patron de la boîte qui était censé veiller au grain. Il était en train de tweeter des photos de lui avec Emma Stone. Oui, c'était délirant. Et ce n'est pas drôle du tout. Mais faut arrêter de rire, ce n'est pas drôle. Si, il s'est fait lyncher. Ah oui, non, c'est pas drôle en fait. Si, c'est marrant, il s'est fait lyncher. Avant qu'il se fasse lyncher, non c'était seulement ce n'est pas rigolo. drôle, et en plus, moi personnellement, j'aurais voulu que ce soit La La Land, voilà, qui gagne. Oui. Non, voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de rire, ce n'est pas ça. C'est du teasing pour la suite de notre top, vous allez voir. Ce qui serait vraiment marrant, c'est que ça se reproduise cette année quand même. Enfin, l'année prochaine. Non, mais ça serait fou. Par contre, à mon avis, il va y avoir 2020 là-dessus. Ils vont faire un gag. Ouais. Ils vont faire un gag, je pense. C'est-à-dire qu'on a hâte de voir la présentation des Oscars cette année parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours de l'année 2017. Ouais. Ça va être compliqué pour Jimmy Kimmel. C'est bien Jimmy Kimmel qui présente, il me semble. C'est Jimmy Kimmel exactement, qui arrêtait pas de vanner en plus le pauvre Warren Beatty qui a dû le prendre aussi de travers. Ça. Oui, parce que un truc qui est assez rigolo aussi, c'est que Jimmy Kimmel, donc en fait, lui, il allait se rasseoir dans la salle parce que c'était la fin. Et en fait, il a raconté, il a vu ce qui s'est passé et il s'est dit, mais comment le mec qui présente réagirait à ce moment-là? Et en fait, Matt Damon lui a dit non mais c'est toi, vas-y, remonte sur scène. En fait. Le mec était déjà sorti, c'est comme Léa qui s'est endormi ou comme Gauthier qui avait tweeté qui était parti. Le mec il disait c'est bon, il fait il y en a un qui va bien oh merde c'est moi en fait pardon. C'était un fail collectif au fait, toute la planète a failé au même Mais moment. le truc assez génial, c'est quand même que ça a réussi à nous faire oublier à quel point cette cérémonie des Oscars était chiante à mourir quoi. Oui, je sais pas. Enfin, non, c'était vraiment. tous les années. Cette année, c'était violent quand même. C'était la première fois que je regardais, du coup, j'étais quand même surpris. Et alors là, je me suis dit, mais ils font ça à chaque fois ou pas? Ils se plantent à chaque fois? Il y avait des trucs particulièrement gênants, notamment le quart de touriste. C'était génial. J'aurais trop voulu être dans ce quart, quoi. Moi, je trouvais ça sympa. Mais bon. Est-ce que ça réagit sur les Oscars en direct, Vincent? Oui, il y a Julien qui est un habitué des lives qu'on salue, qui nous dit on s'endort pendant les Oscars, cette cérémonie était chiante comme les Césars. D'accord, la méga bienveillance donc dans les commentaires. Merci Julien. Moi je peux te dire en tout cas que les Oscars cette année c'était le fail de Noé. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Joli. Voilà. C'est beau. Normalement ça. je devrais partir, mais je sais que je vais devoir parler plus tard. Pour parler justement de notre numéro 7, nous allons appeler notre correspondant en Floride, en direct, en duplex. Maximilien, est-ce que tu nous entends? Oui, voilà. La Floride, ce beau pays de cinéma dont bravo d'avoir pris la balle au bout. C'est trop bien. Parce que vous m'avez soutenu sur Fail de Noël, j'allais pas te lâcher comme ça sur la vanne du duplex. Oui, donc The Florida Project voilà de qui est Sean donc Baker. le 7e de notre top et qui sort demain. Donc, qui est un film qui n'est pas encore sorti au fait. Non, voilà, donc va falloir que j'explique un petit peu de quoi ça parle. Donc Florida Project, il faut savoir que c'était le nom de code de Disney World en Floride quand ça a été construit. Et ça se situe aux alentours du parc, en fait, dans tous ces motels qui avaient été construits pour héberger les touristes, notamment, et qui sont devenus des espèces de HLM, en fait, pour une famille, notamment la famille que vous voyez derrière, en fait, une femme qui vivote un petit peu avec sa fille, qu'elle essaie de faire rêver un peu dans ce monde qui est très très dur, en fait, dans ces motels un petit peu miteux, qui pourtant de l'extérieur en fait ils sont colorés, ils ressemblent à des châteaux en fait parce que c'était donc du coup pour prolonger l'expérience Disneyland, sauf que à l'intérieur c'est très très glauque. C'est un film très étonnant en fait parce que c'est pas une histoire vraie dans le sens où c'est pas un biopic, c'est pas des personnages qui existent, mais ce sont des faits réels en fait. C'est le réalisateur Sean Baker s'est inspiré avec son co-scénariste d'articles qu'il a lus dans les années 2010-2011 sur justement en fait ces gens qui vivaient comme ça, ces laissés pour compte qui vivaient en marge de Disney World, qui est quand même le pays des. C'est celui qui avait fait Tangerine, c'est ça? Qui avait fait Tangerine, oui, c'était ce film tourné à l'iPhone à Los Angeles qui parlait déjà de laisser pour compte. Là, c'est tourné avec des vraies caméras, l'image est beaucoup plus belle, beaucoup plus posée. Il y a un petit peu ce côté assez bruyant qu'on avait dans Tangerine, qui m'avait un peu désarçonné et qu'on retrouve au début. Après, ça se pose. Après, on est plus dans une ambiance à moitié entre le côté glauque et le côté conte de fées à travers le regard de la fille. C'est filmé à hauteur d'enfant. C'est un joli film. Il y a Willem Dafoe qui. C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même, on l'adore lui, quoi. Oui, dont on parle de plus en plus pour l'Oscar du meilleur second rôle, et je pense que ce serait assez justifié parce que il joue pas de Willem Dafoe, c'est-à-dire il joue pas le mec inquiétant, il joue à la fois un père de substitution pour la femme qu'on voit pousser le caddie et un grand-père de substitution pour la gamine qui est dans le caddie. Il a un rôle très doux, très bienveillant en fait, parce qu'il gère le motel dans lequel elles habitent. Donc il a un très beau rôle. C'est un film qui est assez étonnant parce qu'il nous montre quand même l'envers d'un décor. On connaît le décor, on connaît Disney World, et je trouve que même on peut
même élargir en disant que ça peut être aussi une façon de voir le cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a les blockbusters de Disney et juste à côté il y a ces tout petits films comme celui-ci qui essayent de vivre tant bien que mal, dont l'avenir en fait tient qu'à un fil. Et voilà, c'est une question que j'ai posée au réalisateur Sean Baker qui trouve que l'interprétation est rigolote, qu'il n'y a pas pensé consciemment, mais il dit comme je suis toujours à bosser avec les marginaux, comme toujours je dois gérer des budgets assez restreint, c'est effectivement peut-être qu'inconsciemment en fait j'ai voulu parler du cinéma en même temps que de cette famille. Qui a très envie d'aller le voir dès demain, ce film-là? Moi, tout le très, monde. Très envie. Longtemps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur Florida Project? Il y en a qui ont envie de le voir? Non, il y a juste Julien qui nous dit que Willem Dafoe jouerait mieux que dans l'Orient Express, point d'interrogation. Bah, Julien, aujourd'hui... le fil rouge bienveillant de cette émission, c'est Julien. Après, dans l'Orient Express, il a un rôle, comme je disais tout à l'heure, un rôle de Willem Dafoe, c'est-à-dire qu'il est inquiétant, au-delà du fait que tout le monde est suspect dans le film, mais il a un rôle assez inquiétant, tu sais pas trop ce qui manigance, alors que là, le mec est dans la bienveillance la plus totale. C'est même très étonnant de le voir comme ça, Willem Dafoe. Alors, il y a juste Jean-Philippe qui nous dit mon top pour cette année, c'est Léa avec un petit cœur. Voilà. Ah, super. Oh la vache. Ah ouais, carrément. Sympa pour les autres, hein. Je trouve qu'on est un peu déçus, on est un peu jaloux tous à côté. Hein. Et moi alors c'est vrai, les Corentin. Bah moi mon top c'est Corentin, justement, voilà. Je voulais pas le dire avant la fin. Nous allons maintenant passer la parole à celle qui pense à voix haute. Justement, quel a été ton coup de cœur de l'année? Mon coup de cœur de l'année, donc ça a été A Ghost Story. Donc c'est une histoire de fantôme. Voilà, donc mais c'est une histoire de fantôme pas comme les autres. Alors je sais pas qui l'a vu ici. Voilà, donc qui l'a aimé. Tout à fait. Ok, très bien. Voilà, donc c'est vraiment donc on va en parler, nous si vous voulez, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi. Il est sorti, il va sortir, il sort demain. Il sort demain. Pour oui, faire donc un double programme. Parce qu'on parle, voilà. Mais c'est un film qu'on a envie de vous donner. Enfin, on a envie de vous donner envie de le voir. Oula. Et c'est ça, l'envie d'avoir envie. Donc c'est un film qui parle. Donc je raconte. Donc c'est un fantôme qui va visiter, qui va retourner dans la maison dans laquelle il a habité avec sa femme, enfin sa compagne. Donc voilà, il est évidemment décédé. L'homme est décédé et il retourne voir sa femme. Et ce qui est très beau dans ce film, c'est que très vite on se rend compte qu'au lieu de hanter la maison comme font tous les fantômes dignes de ce nom, il va plutôt être hanté par la vie, par le temps qui passe, par tout ce qui se passe devant lui, et ne pas pouvoir finalement interagir avec cette vie-là à laquelle il n'appartient plus. Donc c'est vraiment magnifique, et c'est porté par Casey Affleck et Rooney Mara. Casey Affleck qui est donc sous un drap. Voilà, performance d'acteur très ambivalente, mais magnifique. Il fallait oser quand même mettre Casey Affleck sous un drap blanc avec deux trous sais que c'est lui pour les yeux. Bah, j'ai vérifié dans les secrets de tournage d'Allociné. Et c'est bien lui. Et donc voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit chez nous, c'est ce qu'on nous a dit. Et en fait, il est, c'est magnifique. C'est un fantôme minimaliste. Voilà, c'est un fantôme comme si c'était un fantôme dessiné par un enfant. Donc il a un drap avec deux trous et ça marche complètement. Et il est là, immobile. Voilà. J'ai du mal à en parler tant c'est un film qui m'a bouleversée. Et je l'ai mis un peu trop bas dans mon top. Je l'aurais mis plus haut si j'avais eu le temps. Parce qu'avec le temps, c'est vraiment un film qui nous obsède. Voilà. Mais je vous laisse en parler aussi. Je veux pas monopoliser la parole sur ce chef-d'œuvre. Il y a juste Arthur qui demande si c'est un film d'épouvante. Non, pas du tout. Non, mais non, c'est un film angoissant. C'est un film angoissant quand même. Oui, il y a un jumpscare, c'est vrai. Ouais. Avec le piano, à un moment, un bruit. Mais voilà, c'est un jumpscare. C'est un film très lent. C'est un film très lent. Il faut passer ce cap-là. C'est pas très simple comme film pour le très grand public, mais c'est à voir. Et après, je pense que tu vas être d'accord. Un truc qui est assez étonnant avec Casey Affleck, enfin si c'est bien lui sous le drap, c'est que t'as l'impression de voir ses expressions en fait à travers le drap. Tu vois, tu sais, il a l'air triste à des moments. Et en fait, tu le ressens. Je sais pas comment ils sont arrivés à ça, mais c'est assez étonnant. Nous allons retourner en Floride avec notre correspondant pour savoir son coup de cœur de l'année. Max, est-ce que tu nous entends? Oh non. Alors oui, A Ghost Story, tout à fait. Alors A Ghost Story qui est assez, bien. Voilà, c'est un beau gag. On va arrêter sur ce gag après. Je pense. J'espère que tu vas pas m'en lancer dessus parce que ça va être compliqué. Mon coup de cœur de l'année, bien sûr, qui est aux États-Unis. Respire par le nez, Léa, ça va bien se passer. Mon coup de cœur de l'année, donc qui se passe aux États-Unis, c'est Baby Driver, réalisé par un Anglais qui est Edgar Wright, qui est un réalisateur assez connu, parce qu'on lui doit Shaun of the Dead. On aurait dû lui devoir Ant-Man, mais ça s'est pas passé comme ça devait se passer. C'est un énorme exercice de style puisque c'est un film en fait qui est vraiment dont la musique, sans mauvais jeu de mots, est vraiment le moteur de la mise en scène et du montage. C'est donc il y a une histoire en fait qui fait que le héros a des acouphènes et que pour rester un peu connecté à ce qui se passe, il a toujours son iPod dans la musique dans ses oreilles et en fait il bouge au rythme de la musique et le film fait pareil.
Donc voilà, c'est vraiment un énorme exercice de style. L'histoire est un petit peu simple, ça on va pas se le cacher, mais c'est la façon dont c'est traité. Moi je trouve, franchement, c'est le film le plus cool de l'année. C'est un des films les plus bluffants en termes de mise en scène. Et puis la BO est super parce qu'il prend des chansons de rock, il prend beaucoup de choses et en fait il s'adapte à ça. Donc les courses poursuites dans le film sont complètement folles, je trouve. Dis-moi si je me trompe, mais on dirait presque une comédie musicale, sauf que c'est la mise en scène qui danse au lieu d'avoir les acteurs qui dansent. C'est exactement ça. Ouais. Je pense que c'est le bon résumé en fait. Dès le début, tu te rends compte que c'est une comédie musicale un peu rock, mais où l'acteur Ansel Elgort, qui a enfin du charisme, d'ailleurs, faut le souligner, parce que c'était pas gagné avant. Là, il est parfait dans le rôle. Il y a des moments où il danse un petit peu parce que je sais pas si ça vous arrive aussi, mais des fois quand vous bossez, vous avez une musique dans les oreilles. Et en fait, ça vous donne un rythme en fait pour écrire, pour bouger. Bah lui est un peu comme ça. Donc peut-être que je me suis un peu identifié aussi au personnage. Je nous imagine avec la même musique, tu sais, en truc. Et puis c'est comme ça en fait, comme ça. Mais d'un bloc, c'est. donc voilà, alors, je m'identifie pas en disant le personnage est cool, je m'y suis identifié, mais en fait, je me suis reconnu dans cette façon un petit peu de faire en fait que de bouger en fait au rythme de la musique. Et parfois, ça peut être oppressant, ça peut donner des trucs à la Brésil un peu. Voilà, c'est ça, exactement. Et en sachant qu'évidemment, s'il avait mis des trucs genre Skrillex, bon là, ce serait un peu stressant. Non, c'est une musique assez rock, assez. Il y a même même des petits clins d'œil au pub de café. Donc c'est vraiment à voir et à entendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de souplesse dans ce film. Oui. Allez, il y a beaucoup de réactions sur Baby Driver. Il y a Julien. Il en pense quoi, Julien? Il a adoré Julien, il a adoré. Merci Julien. Il a adoré Baby Driver. Par contre, Clémence a pas trop aimé. Elle nous dit que c'est une proposition bruyante, scénaristiquement creuse, avec une Lily James insipide. Ouais. Et sinon, scénaristiquement creuse, oui, j'ai dit que le film était assez simple. Emballés. Moi, je veux savoir s'il y a des gens qui sont contents. Et dans puis la vie. après, ce qui peut être bien aussi sur un film, c'est pas forcément ce qu'il raconte, c'est la façon dont il le fait aussi. Il y a beaucoup de films qui sont d'une simplicité folle. Mais après, par exemple, je sais que toi, ça va te parler. Reservoir Dogs, le scénario est quand même assez simple. Pulp Fiction, le scénario est simple, mais c'est la façon dont Tarantino les raconte qui rend les films aussi géniaux. Et vraiment, c'est en ça que moi que j'ai aimé Baby Driver aussi. Alors moi, je mettrais juste une petite nuance parce que j'ai trouvé le film très sympathique, mais ça repose essentiellement sur le rythme. Avec La La Land, je trouve que c'est une des séquences d'ouverture les plus réussies de l'année. Mais ça s'essouffle assez rapidement. Ça s'essouffle assez rapidement et sur la fin ça patauge un peu. Je suis désolé, je peux pas vous laisser débattre des coups de cœur de chacun. Malheureusement, j'aimerais bien, mais on est obligé de passer très vite à notre top 6, sauf s'il y a quelqu'un qui réagit pour dire quelque chose. Oui, non, il y a juste Arthur qui disait exactement la même chose que Léa. Voilà. Est-ce que Léa ne serait pas Arthur? peut-être. Complot. Pas mal. En numéro 6 de notre top de la rédaction, il y a un film d'animation qui est sorti il y a pas longtemps et qu'on a beaucoup aimé, qui s'appelle Coco. Mais c'était le numéro 1 normalement, ça. Non, c'est le numéro 6, je suis désolé. On t'a fait croire pour que tu viennes ici, mais en fait non. Coco de Lynn Krish, alors est-ce que tu veux nous en parler, Thomas? Qu'est-ce qu'on peut dire encore dessus? On en a tellement dit, mais on passe au suivant alors. Non, mais enfin voilà, c'est la plus grosse baffe Pixar que je me suis pris depuis Toy Story 3. Pareil pour moi. Ce qui est quand même, ça pose le niveau quand même assez haut, notamment par rapport à la séquence finale. On se souvient tous de la séquence finale de Toy Story 3 où Andy rendait ses jouets, enfin les données, et ça nous a tous fait pleurer. Voilà, on va tous repleurer. Il partait vers l'horizon, il y avait des vrais nuages qui étaient une redite en fait de ces nuages des nuages de son papier peint de chambre d'enfant. Donc wow. C'est des séquences qui sont faites, qui sont des sortes de feux d'artifice de milliers de petits détails qu'on a eu pendant le film et qu'on nous resserre tous à la fois avec une musique incroyable. Et il se passe exactement la même chose dans Coco, sans vous dévoiler ce dont il s'agit. Il y a plein de petits détails, notamment le titre du film qui prend tout son sens. Il y a plein de petits détails dont on se souvient de façon instinctive, qu'on nous a donné pendant le film, qui reviennent et qui prennent tout leur sens. Et à la fin, on peut juste dire voilà, bravo. C'est un petit miracle ce film. Moi, j'aime les films. Pardon, vas-y. Non, mais c'est un détail complètement crétin, mais qui m'a fasciné. C'est que, au fait, chaque note de guitare qui est jouée dans le film est la vraie bonne note. Et c'est rare qu'on fasse attention à ça, quoi. Parce qu'ils ont pris vraiment des vrais musiciens. Ils ont comme Walt Disney avait l'habitude de prendre des animaux pour faire Bambi ou le Roi Lion. Eux, ils ont pris des vrais musiciens. Ils les ont fait jouer sur scène. Ils les ont filmés en train de jouer. Ils ont même élaboré une guitare géante pour voir ce que ça faisait de jouer un enfant qui tient une guitare d'adulte en fait. Et du coup, c'est très réussi dans le film. Ils bossent énormément. Moi, j'adore les films qui nous font changer le regard, comme dirait Buñuel, qui nous font voir d'un autre œil que de coutume. Et celui-là, il est vraiment, vraiment
il est de cette trempe-là, c'est-à-dire que il nous fait revoir la vie et la mort différemment. Il nous donne des clés pour aborder la mort, parce que c'est quand même un film aussi destiné aux enfants. D'ailleurs, il faut le faire. Pour choisir un tel sujet pour des enfants, il faut oser. Et en fait, aussi pour des enfants, je veux dire, c'est bien sûr un film pour les adultes, et c'est un film qui nous permet de parler de la mort avec nos enfants et de parler de la famille et du devoir de mémoire et du devoir de se souvenir de nos ancêtres ou de nos arrières ou grands-parents. Donc voilà, c'est vraiment un film qui nous offre une nouvelle façon de voir, tout comme Toy Story qui nous avait proposé une nouvelle façon de voir nos jouets. Ici, on a un regard différent sur la famille, sur la mort et sur vraiment la présence des morts au sein de la vie. Voilà. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, Disney, les enfants, ils les avaient laissés avec la mort de la maman de Bambi et de Mufasa. Donc pour le moment, il y avait quand même un passif un petit peu compliqué. Là, ils ont géré. Ils ont essayé de gérer l'après en disant bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants traumatisés ? Et ben, il y a une solution. Donc voilà. Faut voir Coco si vous avez été traumatisé par la mort. Exactement. Qu'est-ce que ça nous dit là ? Alors il y a Christopher qui est aussi un habitué de nos lives, je crois, qui nous dit vous êtes tous beaux ensemble, sauf un. Sauf un. Alors, qui est le maillon faible ? Ne dis pas lequel, comme ça le doute va planer, ça va être pas mal. Par contre, il dit derrière, il est beau Coco. Alors est-ce qu'il parle de Corentin bah si, ou est-ce qu'il parle Coco, du film ouais. On ne sait pas, mais donc ce n'était pas en tout Corentin. cas, notre Coco est très beau. Sinon, oui, les gens ont vraiment adoré aussi Coco. Évidemment, Corentin, vous trompez pas, il s'agit pas du film avec Gad Elmaleh du tout. Hein. On parle bien du film Pixar. Est-ce que quelqu'un veut rebondir encore sur Coco ? Voilà. Juste dire que Harry Habitant joue dans les deux Coco. Bon, c'est une petite anecdote comme ça. C'est vrai. Il faut aller voir ce film. Oui, il faut aller le voir. Il faut aller voir Coco. Alors juste, il y a Amal qui nous a envoyé au moins 10 messages pour nous dire est-ce que vous avez vu Le Sens de la fête ? Et est-ce que c'est bien ? Ah, mais c'est une bonne question. Donc, répondons-lui parce que c'est pour moi. Oui, c'est vrai, c'est bien. C'est bien. Mais il est-ce est qu'il dans sera dans le notre top ? Bah, on verra. Est-ce qu'il sera dans notre top ? Il faut rester. Peut-être qu'il sera dans les 5 premiers. On ne sait pas. Vincent, puisque tu es là. Voilà. À moi. Oui, à toi ton coup de cœur, ton film de l'année. Alors moi, mon coup de cœur de l'année, ça s'appelle Jigrobot. C'est un film de super-héros italien. Ah oui, et ça c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal ça, parce c'est pas mal. on n'avait jamais vu ça jusqu'ici. On avait l'habitude des Marvel, des DC, etc. Et là, on a enfin un super-héros italien qui vient de la banlieue. C'est une espèce de gangster un peu complètement loser qui se trouve marginal, qui d'un coup se trouve on voit dans les images, il va sauter pour échapper à la police. Il saute dans le Tibre et il va se voir doté de pouvoirs extraordinaires à cause d'une espèce d'huile dégueulasse. Et du coup, c'est hyper drôle, hyper inventif parce qu'avec peu de moyens, il a réussi à faire un truc assez exceptionnel. On voit là les effets spéciaux vraiment assez fous. Et c'est un peu une espèce de film qui, moi je dirais que c'est du Pasolini moderne. Je pense que si Pasolini était vivant aujourd'hui, il aurait fait ce film-là. Voilà, je pense que Corentin, t'as vu ce film aussi. Est-ce que t'as été aussi emballé ? Oui, voilà, c'est pas parce que c'est pas mon coup de cœur que je l'ai pas aimé. J'ai beaucoup aimé Jigrobot parce que ça propose autre chose, parce que c'est un peu comme, d'ailleurs, un peu que ça rejoint un peu Logan. C'est que, sauf que là, on connaissait pas le héros, mais c'est un film qui sort de nulle part. C'est-à-dire quand tu vois, on l'appelle Jigrobot, tu sais c'est quoi ce machin ? Il y avait juste sur l'affiche un mec à capuche. Il fait qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et au final, c'est un petit cambrioleur. Et en fait, il découvre ses super pouvoirs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas s'en servir pour devenir le héros. Il va s'en servir pour faire des braquages, en fait. Et je trouve ça intéressant parce que, et du coup, il y a un événement qui va survenir dans le film qui va lui faire bifurquer un petit peu vers plus de bien, etc. Un peu comme Ant-Man, si on résume les choses, sauf que sans l'humour, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'humour dans Jigrobot, on est plus dans le désespéré, et voilà, mais c'est vraiment, vraiment un très beau film. Moi j'ai une question, est-ce que au pluriel en italien, super-héros, ça devient super-héros ? Je ne sais pas. Oh. Voilà. Lâche ce micro. C'est bon, c'est bon. C'est très bien. Question légitime. Voilà. Notre numéro 5 de l'année, c'est un film qui va beaucoup emballer le plateau, je crois. Il s'agit, on vous en parlait tout à l'heure, de La La Land. Oh, c'était pas le numéro Non, moi je pars. Oui, déjà, ça aussi. Mais non, c'est pas le numéro 1. Oh là là. Alors, qui veut prendre la parole en premier sur La La Land ? Je sais que vous êtes tous chaud patates. On va demander à Léa quand même. Merci, c'est trop aimable. Moi c'est mon gros coup de cœur du début d'année. Il y a eu beaucoup de bons films cette année, donc il est pas numéro 1 de mon top, contre toute attente, mais c'est une petite merveille dont je n'attendais rien de particulier et qui m'a complètement bouleversée. Je trouve ça à la fois hyper bien mis en scène, magnifiquement interprété. Le couple Ryan Gosling et Emma Stone fonctionne à la perfection. On peut pas dire ça autrement. Et c'est la BO est incroyable évidemment. C'est un hommage aux comédies musicales du Hollywood des années 40-50 qui est
parfaitement exécuté. C'est un film excellent et vraiment c'est un film qui je pense va rester dans l'histoire du cinéma et qui aurait mérité l'Oscar du meilleur film. Mais oui. On est content pour Moonlight quand même. On est bien d'accord. Bon d'accord. Moi, autant Silence, c'était mon plan de fin préféré, autant La La Land, c'est mon introduction de l'année. C'est juste une baffe, quoi. On te pose dans ton siège, on te dit bon maintenant. Ceux qui disent, les 2-3 qui bavardaient encore au fond de la salle, c'est fini là. Vous allez regarder un excellent film, vous vous taisez et vous prenez ça dans votre gueule. Quoi. C'est très violent. De même la fin. C'est très violent. Il faut voir mais de même la fin aussi est incroyable. Oui, le montage final à la fin sur le mode SI est magnifique. Ouais, tu te prends une claque au début et une claque à la fin. Et vraiment c'est exceptionnel. Et je rejoins Léa sur toutes les références. Ce qui est très fort, c'est que les références sont bien digérées. Parce que moi, ce que je craignais avec ce film-là, c'est qu'en fait, ils nous disent, regardez, j'aime Jacques Demy, j'aime Jane Kelly, j'aime Fred Astaire. J'essaie de faire un petit patchwork. Non, tu vois qu'en fait, il digère ça pour en faire un film sur Hollywood, sur les désillusions, sur le cinéma un petit peu aussi. Et vraiment, c'est en ça que le film est je trouve, exceptionnel aussi. Moi, il est numéro 1 de mon top, par exemple. D'accord. Sans trop spoiler, voilà. On a le droit de dire un tout petit peu de mal ou pas? Oui, non, vas-y, on en dit triste bien. personnage. Quand même, non, mais moi, je trouve, c'est un bon film évidemment, c'est bien exécuté, etc. Je trouve que si vous le comparez à n'importe quelle comédie musicale, enfin un grand classique des années 40, voilà exactement, 50, à commencer par Chantons sous la pluie ou Tous en scène, ça fait pas le figure à côté. Voilà, c'est tout. Voilà, salut. Oh là là, c'est violent. Mais oui, non, mais on nous dit que c'est. Non mais c'est absolument pas génial. Faux ce que tu dis. Moi, j'ai ressenti pas exactement la même chose. Rendez-vous à Sitcharis. Ça me renvoyait effectivement au brio de ces films-là, et peut-être ça me donnait envie de les revoir. Oui, bien sûr. Mais après, la différence aussi, c'est que les acteurs de l'époque étaient de vrais danseurs. Ouais. Là, c'est pas du tout le cas et ça fait partie aussi de la beauté des personnages, c'est que c'est des personnages qui sont extrêmement maladroits, et physiquement et dans leur manière d'aborder la vie et du coup je pense que ça vient aussi raconter quelque chose d'assez moderne et pour moi ça apporte plus un et là on peut peut-être mettre un petit taquet à Ryan Gosling qui chante vraiment pas bien. Oh non, il chante très bien. Voilà, la question c'est quand on danse pas très bien, est-ce qu'on danse? Voilà. Vous êtes jaloux de ils sont jaloux ça, c'est la solidarité des chauves. Je suis désolé, je suis obligé de vous faire avancer. D'accord. Il y a une autre grosse info, enfin c'est pas une info, un gros événement qui s'est passé en 2017, qui est quand même l'affaire Harvey Weinstein, qui a été Cochonou. Bah oui. Cochonou. Non, d'ailleurs, tout à l'heure, il y a cochonou parce que je suis sûr que c'est pas du saucisson. Tout à l'heure, il y a un internaute qui nous disait que tout à l'heure, un internaute nous disait, alors je sais plus qui c'était, que c'était Harvey Weinstein sous le drap de Ghost Story. Voilà, non, ça devient glauque. Là, c'est a glauque story. Voilà, c'est un peu ça. Arrête. Nu sous le drap. Non, mais c'est une affaire absolument terrible. Et à mon avis, il danse mieux que Ryan Gosling. Ouais, je pense. C'est une affaire terrible et qui a vraiment Vous êtes en train de tout fait gâcher. l'effet d'une bombe atomique dans la sphère cinéma. Et même pour nous, ça a eu de l'impact puisque ça a sollicité toute la rédaction pendant des mois et des mois. Ça t'a fait chier. Hein. Ça m'a bien fait chier. Je sais. Non, mais vraiment, comment vous, non, mais c'est un cataclysme que, comme on n'en a jamais vu, je crois, dans l'histoire du cinéma. Non, mais un truc pareil, on ouvrait les portes de l'enfer, hein. C'était dingue, quoi. On se rendait compte que, à Hollywood, c'était on savait que c'était une espèce de Sodome et Gomorrhe, mais en fait, à ce point-là, et donc, on a ouvert les écuries d'Augias, et, on a découvert plein de cochons. Ouais. Et avec une certaine délectation, il faut bien l'avouer, moi je trouvais. À part pour les victimes évidemment je crois que le cataclysme de mon point de vue et je pense du point de vue de beaucoup de femmes n'était pas le même. Le cataclysme, c'était de se rendre compte finalement que ce type-là pouvait tomber. Parce que finalement les violences dont sont victimes les femmes, notamment à Hollywood, c'est pas quelque chose, je crois, qui nous a vraiment tant surpris que ça. En tout cas, en tant que femme, et la vraie, finalement, la vraie bombe, c'était de se dire qu'on pouvait parler et que ce mec-là, qui
qui était une représentation du pouvoir, pouvait finalement être réduit à néant. Et donc ça, c'est ce qui fait aussi que ce moment était particulièrement fort, je pense, pour tout le monde, quoi. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un retour de manivelle de cette histoire ? C'est-à-dire que quand même, ces accusations, on le sait, ce sont des accusations qui sont toujours très difficiles à démontrer. Est-ce que s'il y a des non-lieux, je ne pense pas que ça sera le cas pour Harvey Weinstein, mais peut-être pour d'autres personnes, s'il y a des non-lieux, vous n'avez pas peur qu'il y ait un retour de manivelle, c'est-à-dire que les personnes accusées se retournent contre celles qui les accusent et qu'on retombe dans le même système qu'avant? Enfin, moi, non, parce qu'elles ont toutes été extrêmement prudentes quand même, à commencer par Salma Hayek, Jennifer Lawrence ou Jessica Chastain. Elles sont extrêmement intelligentes et extrêmement bien orientées et conseillées. En revanche, je crains le pire, moi, c'est pour Rose McGowan, qui elle commence à en mettre partout, et je pense que elle va subir un retour de manivelle. C'est ce que t'expliquais, parce que là en fait elle va trop loin, et elle a peut-être raison, mais à mon avis elle va le payer, et ce serait triste, hein, mais parce qu'avant en fait elle était plus dans il dénonçait un vrai truc, et là elle commence à tomber dans le règlement de compte un peu personnel en fait avec différentes personnes, donc c'est en fait on comprend même plus, parce que là en fait en l'espace de 3 jours elle s'en est prise à Matt Damon, ensuite à Meryl Streep, et un troisième à Alyssa Milano, et on comprend pas trop pourquoi. Mais bon. Mais là où je pense que il y aura pas de retour de manivelle, enfin en tout cas pas le retour de manivelle dont tu parles, ça rejoint en fait ce que disait Léa, c'est que oui, on a découvert que Harvey Weinstein pouvait tomber. Sauf qu'il a fallu attendre qu'il soit un peu affaibli et que sa société se casse la gueule pour le faire. Sauf que derrière ça, il y a eu d'autres prises de parole, et notamment, il y a eu un Kevin Spacey qui est tombé, alors que le mec était quand même au sommet avec House of Cards. Il y a eu Bryan Singer qui est tombé aussi. En fait, c'est ça, c'est que maintenant on arrive à faire tomber des gens qui sont bien en poste, bien installés. Je suis d'accord, mais c'est en ça que le truc ils sont tombés en termes de carrière, mais ils sont pas tombés juridiquement. Tu vois. Mais ça, c'est la première étape. Et je pense que là, ça a créé un tel élan de libération de la parole, et du coup, les femmes ont moins peur en fait de dénoncer ce système. C'est un peu ce qui est triste en fait. C'était un système en place. Donc je pense que non, en fait, ça va créer un précédent, et que peut pas y avoir ce retour de manivelle. Moi, ce qui me terrifie, c'est que les avocats américains sont tellement forts qu'ils sont capables de refermer des boîtes de Pandore une fois qu'on les a ouvertes. Mais bon, enfin, il faut espérer que non. Quand même. Il faut espérer que non. Ce qu'il y a, c'est qu'on a dépassé le stade du combat judiciaire. C'est ça, exactement. Si les femmes prennent la parole, c'est aussi parce que juridiquement, le système est tel que pour prouver qu'il y a eu agression sexuelle ou qu'il y a eu viol, c'est extrêmement compliqué. Bah c'est ça. Et donc c'est aussi à ça qu'est lié cette gigantesque prise de parole et tous ces hashtags qu'on a vu fleurir sur Twitter, c'est qu'on est finalement la justice peut pas grand chose en l'état pour aider ces femmes, et que prendre la parole finalement, est-ce que c'est pas la solution qui permet aussi de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas seul, et que voilà, c'est ça, c'est une catharsis, c'est le fait de prendre la parole qui en soi est important. Après, ce qui arrivera au niveau de la justice. Bon. Vincent, est-ce que ça réagit Oui, alors il y a Christopher qui nous dit qu'ils vont finir par faire un film là-dessus. Bah évidemment, très probablement. Ouais, il y en a déjà 10 en préparation probablement. Produit par Albert Weinstein. C'est Albert, c'est le cousin bizarre. C'est le cousin bizarre, Albert Weinstein. J'ai envie de demander à Thomas tout de suite ton coup de cœur de l'année. Alors, mon coup de cœur de l'année, c'est mon numéro 1 de l'année, ex-aequo avec Coco. C'était un ex-aequo. C'est Elie Mistral gagnant. C'est un petit documentaire français. C'était bien. C'est un petit film, j'ai envie de dire, au premier abord, parce que c'est un film qui, quand il est sorti, paraissait un petit budget. On n'allait pas forcément en parler, mais il s'est trouvé que je crois que c'est un des films les plus appréciés par nos internautes et par la presse.
cette année. Et c'est mon cas aussi. C'est un film, alors pour replacer le contexte, c'est un documentaire réalisé par Anne-Dauphine Jullian, qui est une ancienne journaliste et qui s'est consacrée à sa famille le jour où ses 2 filles sont tombées gravement malades. Aujourd'hui, malheureusement, elles sont toutes les 2 décédées. Et elle a décidé de consacrer un documentaire à des enfants malades, des enfants handicapés, de les suivre au quotidien et puis vraiment de leur donner la parole. En fait, c'est vraiment, elle leur a donné la liberté de s'exprimer comme ils le voulaient. Je sais même pas si elle leur a posé des questions précises. Mais en tout cas, voilà, ça peut paraître. On se dit quand on voit quand on entend parler de ce film, quand on voit cette bande-annonce, on peut se dire. Ok, on va pleurer pendant 1h30, ça va être horrible, on en ressortira démoli. Eh ben, c'est tout le contraire, en fait. Effectivement, il y a des moments un petit peu difficiles, il y a des moments qui nous ramènent une réalité vraiment compliquée en face. Mais c'est le film avec Coco, du coup, qui aborde des sujets aussi graves que la mort. Et dont je suis ressorti le plus vivant, en fait, cette année. Il me semble que c'est aussi un des films préférés de nos internautes. Je crois bien que c'est le cas, ouais. Mais très bon choix. Très bien, on va passer au numéro 4. Donc là, on s'approche vraiment beaucoup du podium. Numéro 4, c'est un film adapté d'un prix Goncourt, il me semble, de Albert Dupontel, qui s'appelle Au revoir là-haut. Et je vais passer la parole à Corentin pour en parler, évidemment. Deux micros, carrément. Un seul suffira. C'était quoi cette voix bizarre? Un seul suffira. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au revoir là-haut, c'est formidable. Au revoir là-haut, c'était le premier de mon top parce que c'est un film français qui a de l'ambition, qui est un film qui est historique, qui est adapté d'un prix Goncourt. Donc il y a un travail d'adaptation, mais c'est aussi un film d'Albert Dupontel. C'est extrêmement bien joué, c'est extrêmement bien mis en scène. Enfin, il a pas grand-chose contre lui, ce film. Moi, j'ai vraiment trouvé que, en voyant ce truc-là, je me suis dit, le cinéma français, il propose pas ça tous les jours, et ce serait dommage que ça marche pas. Et coup de bol, ça a quand même marché en salle, et c'est largement mérité. Alors 2 millions de spectateurs, presque. C'est vraiment, je sais pas si ça suffira pour rentabiliser le film, j'en sais rien, mais c'est vraiment mérité parce que c'est un Albert Dupontel. Quand on a su qu'il allait adapter un prix Goncourt, on s'est un peu dit mais lui il est habitué aux petits films, des trucs personnels qu'il écrit, et là d'accord c'est lui qui fait l'adaptation, mais quand même. Et puis non, en fait c'est aussi un film de Dupontel, c'est aussi un film sur l'irrévérence, sur le pouvoir des puissants, sur les petites gens. C'est tout son cinéma dans un film à énorme échelle. Donc c'est vraiment à voir sur grand écran en plus. Donc s'il y passe encore chez vous, allez-y. Pour essayer de nous pitcher l'histoire de ce film, j'invoque Vincent Garnier qui va essayer de nous raconter. Non, mais j'ai tenté de boire les paroles de Corentin parce qu'il en parle extrêmement bien. Pardon. Mais qu'est-ce que ça raconte Au revoir là-haut, pour ceux qui l'ont pas encore vu, évidemment. Alors ça parle de 2 soldats qui sympathisent dans les tranchées. L'un sauve la vie à l'autre. Et ils sont embarqués après-guerre dans une sombre histoire de monument aux morts. En gros, voilà. Une arnaque au monument aux morts. Voilà, exactement. À partir de là, on compose évidemment un portrait de la France de l'après-guerre. La seule limite, moi je trouve, c'est que ça tire trop du côté de la fable. Enfin, voilà, c'est trop fable. Et on manque il manque un petit peu l'époque. En fait, on est un petit peu en dehors du temps, du coup. En fait, la dimension fable du film une petite réserve, est apportée par le fait que l'un des 2 héros est une gueule cassée doit donc porter des masques. On l'a pas précisé ça. Oui. Voilà, il porte des masques successifs en fonction de son humeur. Et que le tandem, en gros, c'est qu'il y en a un des 2 qui ne parle pas, qui est celui qui a un masque, et l'autre qui est sa voix, son porte-parole, celui qui a un peu la gouaille, quoi. Exactement, ouais. Et justement, cet acteur qui est Noël Pérez-Biscar, qui est une grosse révélation de l'année, donc on pourrait peut-être reparler dans la suite de Stop. On verra bien. C'est qu'en fait, tout son jeu d'acteur repose sur son regard. Enfin, en fait, parce que il grogne un peu, mais c'est la petite fille qu'on voit sur la photo également qui traduit un peu ce qu'il dit. Mais en fait, tout son jeu d'acteur repose sur ses yeux, ce qui est quand même très très fort. Vraiment, c'est un mec qu'on a découvert vraiment cette année, alors que c'était pas ses premiers films. Est-ce qu'on le retrouvera au César, lui, Bah oui. Est-ce qu'il est pas un petit peu en train de se dire mon César, où est-ce que je le pose? Mais est-ce qu'il est même pas en train de se dire Qui lequel? Qui
Noël Pérez-Biscaya. Noël Dupontel ou Ah oui, oui, c'est bon. Dupontel aussi pourrait sur ce film-là peut-être, mais bon. Mais je sais pas s'il pourrait pas être nommé pour 2 films en fait, un film en meilleur espoir et celui-ci en meilleur second rôle peut-être. Parce qu'en fait, il mériterait un prix pour les 2 films dans lesquels il est cette année. C'est ça qui est très fort en fait. Alors si Christopher et si Clémence et Amal ont adoré aussi Au revoir là-haut, on a Christopher qui nous demande à quand le concours pour venir en plateau avec vous. Il lâche pas l'affaire Christopher. Il veut venir. C'est une bonne idée, non mais pourquoi pas. On parlait de concours, mais ça n'avait rien à voir. C'est une bonne idée. On le fera pas, mais c'est une bonne idée. Ah, mais pourquoi Je rigole, oh là là. On le fera peut-être. Bah ouais, c'est super. Voilà, allez, salut, Chris. Non, on fera peut-être ça. Mais on verra. On fera ça un jour, promis. Avant de vous dévoiler notre podium, nous allons faire un petit tour du côté du flop 3 de la rédac d'Allociné de l'année. On va pouvoir dire du mal. Alors, on a dit du mal de La La Land, mais alors là. Non, mais il dit du mal depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc notre flop 3. Qu'on va remonter aussi, on va partir du 3e et puis on va arriver au pire film de l'année. C'est l'escalade vers le caca quoi. L'escalade quoi. L'escalade, exactement. En numéro 3, on a Il faut pas lui dire de Solange Sicurel. Qui a vu Il ne faut pas lui dire? Bah moi, et j'ai beaucoup aimé. En particulier, non mais c'est vrai. C'est là où la richesse du scénario le dispute à la qualité des comédiens. Je pense vraiment qu'on a atteint un truc où on se dit très très souvent c'est une bonne idée un chanteur qui se met au cinéma. Bah on se dit pas ça pour le film. Voilà. donc faut pas lui dire, fallait pas le voir. Un petit appel à Jennifer, retourne chanter, c'est bien. Cool. En numéro 2, nous avons le film de Philippe de Chauvron, À bras ouverts, avec Christian Clavier et Harry Habitant. Moi, j'y suis allé le jour de sa sortie, il me semble. Et effectivement, c'était toi? Oui, et on est 1 million à l'avoir vu quand même en France. Non, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle et ça se marrait pas beaucoup, effectivement. Ce qui était assez rassurant, parce que je l'ai vu en salle aussi. C'est autant qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'ai cru que des gens allaient vraiment décéder de rire dans la salle. Là tu voyais que c'était pas trop l'engouement, donc tu dis il y a pas que moi qui sont en train de, même si j'avoue que Christian Clavier m'a fait rire 1 ou 2 fois parce que malgré le propos du film, malgré le fait que ce soit avant tout une mauvaise comédie avant d'avoir un propos un peu raciste, Christian Clavier, il a quand même encore ce timing en fait. Il a encore, il a toujours ce talent dans la comédie. C'est juste qu'il fait pas les bons films. C'est dommage. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a quelque chose de profondément rassurant à voir ce film faire 12 fois moins d'entrées que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. 1 million d'entrées, c'est quand même énorme pour un. C'est beaucoup, mais c'est 12 fois moins que le précédent, qui n'était pas le précédent, mais qui était qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où on se disait là, il y a vraiment un engouement pour un truc qui est un peu malveillant. Alors que là, il y en a toujours beaucoup, mais il y en a 12 fois moins. Donc on se dit, tiens, les gens se sont peut-être un petit peu réveillés, quoi. Ouais, et puis il y avait vraiment des scènes gênantes dans le film. C'est-à-dire qu'effectivement, Clavier, il porte un peu le truc, mais sinon, au niveau du rythme, les acteurs sont pas dedans, ou alors c'est mal écrit, je sais pas. Mais et puis le sujet est pas possible, quoi. C'est-à-dire que faire jouer à Harry Habitant ce personnage-là dans le film, avec un accent, avec tout un décorum autour, avec une famille, pas c'est possible. Problématique, ouais. Tu dis non, tu montres pas ça, s'il te plaît. Et encore, ce n'était pas le pire film de 2017 selon la rédac, puisque les grands gagnants du flop, c'est Bad Buzz. Eric et Quentin. De Eric et Quentin, voilà. Enfin, de Eric avec Eric et Quentin. Réalisé par Stéphane Casandjian qui nous avait fait Sexy Boys. Ce qui déjà posait un peu l'idée. Et donc je continue sur Bad Buzz, bien sûr. Tu es sur ta lancée, donc on veut pas t'arrêter là. Oui, pour moi aussi c'est le pire film de l'année. En fait, je trouve que c'est un film qui arrive en fait à être chaque scène arrive à être plus gênante que la précédente. Ce qui est quand même, alors que voilà, il y a quand même des trucs assez gênants dans le film. Si vous voulez voir je dirais pas un bon film sur le sujet, mais un truc bien sur ce même sujet, en fait, revoyez le sketch du Palmacho sur comment tu peux faire un bad buzz c'est un sketch qui s'appelle Les Internets, qui en fait reprend le même point de départ avec en plus drôle et en fait développe ça mieux, et en plus le sketch dure 3 minutes. Et ils arrivent à tout concentrer là où en 1h10 sans le générique, en fait, t'en peux plus, quoi. Tu es le seul sur le plateau à avoir vu Bad Buzz, il me semble. Hein.
C'est bien possible. Ouais. J'ai envie de demander un peu aux autres, en gros, pêle-mêle, quels sont vos pires films de l'année, individuellement? Moi, c'est 50 Shades Darker, hein, donc... Toi, c'est quoi? Moi, c'est Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Ah non, moi j'ai beaucoup aimé Rock'n'Roll. Ah non, moi j'ai aimé. Non, Rock'n'Roll. Dans les commentaires, on parle beaucoup de Valérian. Moi, je vais dire Valérian aussi. Mais donc, je sais pas ce que vous avez pensé aussi, peut-être de Valérian. On nous demande en tout cas de réagir sur Valérian. Ah, s'il faut réagir sur Valérian. Valérian, je dirais que, enfin, de mon point de vue, hein, ça ne concerne que moi. Moi, je dirais que c'est compliqué, Valérian, parce qu'en fait, non mais c'est vrai, parce que tu te dis, vu l'ampleur du projet et l'implication de Luc Besson là-dedans, t'as envie d'aimer le projet, en fait. T'y vas en te disant, peut-être qu'il va me surprendre et tout ça. Et en fait, ce qui marche pas, c'est deux personnages très antipathiques, enfin, les deux acteurs, enfin, un acteur et une actrice, donc Cara Delevingne et notre ami Dan DeHaan, qui sont pas à la hauteur des personnages de la BD. C'est-à-dire que les personnages de la BD sont très colorés, sont des gens qui portent l'espoir, etc. Et là, on n'y est pas du tout, en fait. Et donc, le fait d'avoir ces deux personnages-là et une histoire pas très intéressante fait que, pour moi, on perd le truc. Il y a les effets spéciaux, il y a tout ce qu'on veut, c'est magnifique. Mais s'il n'y a pas d'histoire, ça va être compliqué, quoi. Et ça a été compliqué. Mais je trouve que, Valérian est peut-être pas un très bon film, c'est peut-être pas très réussi, mais c'est pas le pire film de l'année, quoi. Ou alors on sait pas ce que c'est qu'un vrai mauvais film, c'est pas À bras ouverts ou. Mais ce c'est que les vrais mauvais films, enfin moi à titre personnel, je vais pas les voir. Voilà, c'est ça. Pareil. Tu ne sais que c'est mauvais que si tu l'as vu. C'est ça, c'est ça. Il faut quand même. Je veux dire, à bras ouverts, on n'a pas besoin de l'avoir vu. On a tous vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On sait ce que ça laisse présager, quoi. Moi, j'aime bien aller voir des films que je sais que je vais détester, parce que je veux voir à quel point je vais les détester, en fait. J'ai fait ça pour Rock'n'Roll. Ce n'est que mon humble avis, mais continuer à voir des très très mauvais films, ça aide à se rappeler que l'éventail de la qualité se juge comme ça. Et que les mauvais films sont pas ceux qui sont au centre de l'éventail, comme Valérian, il me semble. Voilà. Donc, sinon, pardon, je reste avec Léa pour le coup de cœur de la princesse Léa. Bah oui, j'étais obligé. Star Wars oblige, tout ça. Ça me plaît. Alors moi j'ai dû choisir entre deux films, ça a été assez compliqué parce que j'ai eu deux gros coups de cœur qui étaient absents du top rédac, mais j'ai décidé de choisir celui dont on a le moins parlé et qui est Un jour dans la vie de Billie Lynn, qui est un film d'Ang Lee et qui est un film sublime, qui a souffert d'une distribution catastrophique. Et du coup, j'avais envie d'en parler parce que c'est un film qui est sorti dans, je crois, 13 salles en France, ce qui est terrible. Qui a fait 10 000 ou 11 000 spectateurs. C'est extrêmement triste parce que c'est un film qui est magnifique. C'est l'histoire d'un jeune soldat qui revient avec son régiment le temps d'une courte pause aux États-Unis pour assister au Super Bowl. Et les personnages sont magnifiquement écrits et c'est surtout, la mise en scène est surtout complètement dingue. Ang Lee nous avait déjà bien soufflé avec l'Odyssée de Pi, je crois. Et là, c'est en fait un film qui a été tourné dans un format très particulier, qui est le 4K HDR. Et qui donc n'est pas tourné en 24 images secondes, mais en beaucoup plus d'images secondes. Alors j'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois que sur la vie de Billie Lynn, c'est 120 images secondes, donc c'est un format très rapide et qui permet d'avoir une précision d'image qui est juste complètement époustouflante. Et ce qui est très dommage, c'est qu'évidemment en France, on n'a pas pu le voir dans ce format. Aux États-Unis, ils ont pu le voir, je crois, dans 2 salles, donc c'est dérisoire. Mais même si on peut pas le voir en HDR, il faut voir ce film. C'est dommage, il passe plus en salle parce que c'est un film qui gagne vraiment à être vu sur grand écran. C'est très très beau. Vin Diesel et petite dédicace à Vin Diesel qui est extrêmement touchant. J'allais justement dire, est-ce que c'est pas le meilleur film de l'année que Vin Diesel en fait? C'est incroyable. Le personnage est vraiment magnifique, c'est très touchant. Et donc voilà, moi c'est un film que j'ai adoré, qui n'est pas premier de mon top, mais je tenais quand même à en parler parce que c'est un film important qu'on n'a pas pu voir en salle. Et donc si vous avez l'occasion derrière votre écran de le rattraper en Blu-ray, parce qu'en DVD c'est un petit peu dommage, en Blu-ray, achetez-le. En tout cas, Jean-Philippe, il veut aller le voir avec toi. Tu m'invites et on se le mate tous les deux. Je l'ai déjà vu 2 fois, Jean-Philippe. Ce qui était marrant, c'est qu'on l'avait vu avec Vincent. On était ensemble dans la salle et on s'est dit, il y a la meilleure scène de l'année avec les Destiny's Child. Ah, c'est une scène absolument incroyable où la caméra est aérienne, c'est-à-dire que en fait une mise en scène
d'un brio incroyable et on voit les Destiny's Child évidemment de dos. Ou plutôt on ne les voit pas. Et c'est on ça, les voit moi pas, c'est ça qui m'avait vraiment amusé, c'est que le cinéma, il y a deux choses qu'il n'arrive pas à filmer, c'est Jésus dans Ben-Hur et les Destiny's Child dans Billy Hill. Oui, c'est ce niveau de divinité au fait les Destiny's Child. Non, c'est un très beau film sur l'instrumentalisation de la jeunesse américaine qu'on prend pour aller en Irak. Ensuite, on en fait des porte-drapeaux. Enfin, c'est un saccage de la jeunesse et mis en scène de façon. C'est brillantissime. C'est un très beau film. Alors, on arrive sur notre podium, et c'est un podium un peu bizarre, je sais pas très bien comment il est foutu, parce qu'en numéro 2, il y a 2 films, donc on peut pas les mettre sur des marches différentes. Il n'y a pas de numéro 3, on est directement sur le numéro 2. Le premier film qui est sur cette marche-là, c'est Faute d'amour de Andrei Zvyagintsev. Voilà. Faute d'amour, je connais au moins 2 personnes sur ce plateau à qui ça a beaucoup plu. Donc je vais redonner la parole tout de suite à Léa pour nous parler un petit peu de Faute d'amour. Déjà, de quoi ça parle ? Décidément. Alors Faute d'amour, c'est assez terrible. C'est l'histoire d'une famille russe dont les parents sont en cours de séparation, dont les parents se détestent, pas du tout cordialement d'ailleurs. Et au milieu de ça, il y a un enfant qui a une dizaine d'années, je crois, 10-12 ans, et qui est en mal d'amour, donc, et qui va fuguer. Et donc, c'est terrible, c'est d'une violence assez incroyable, et c'est en même temps très poignant. Les 2 personnages du père et de la mère sont magnifiquement écrits, et on les voit, en fait, essayer de à la fois refaire leur vie chacun de leur côté, et en même temps, enfin c'est très 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 complexe parce que donc il y a cet enfant qui disparaît, il y a ces parents qui réalisent qu'ils ont pas assez aimé leur enfant, qu'ils sont pas capables de s'aimer entre eux, et c'est vrai, ça raconte vraiment la déchéance d'une société qui est incapable de produire de l'amour, quoi. Et alors, juste petite précision, cette histoire d'enfant qui disparaît, c'est dans les 12 premières minutes du film. Après, l'enfant a disparu et on ne suit pas sa fugue. On reste du côté, on reste du côté des parents. Corentin, c'est un film qui t'a touché aussi ? Oui, parce que pour les raisons qu'a déjà mentionné Léa, c'est un très très beau film. C'est vraiment, il y a des couples qui, quand ils vont mal, disent faisons un enfant. Voilà, celui-là, il va déjà mal, et il s'occupe pas du sien, donc c'est déjà déchirant dès le début en fait. Et effectivement, la disparition de cet enfant va les faire les faire se remettre en question, et ça veut pas dire forcément que ça va finir bien. Ça veut dire que ils vont réaliser quelque chose, et tu vois. En plus, ils prennent ça en pleine face, et en même temps, ça bouleverse pas leur vie immédiatement. Et c'est là que le film est malin, c'est que il arrive ce truc-là, et ils réagissent pas comme des personnages de cinéma, mais comme des êtres humains. Le personnage de cinéma dans un film attendu, il aurait fait oh, mais alors on l'a délaissé tout ce temps, etc. Et là, ils se prennent ça, et d'un coup, c'est mais qu'est-ce qu'on a fait en fait ? Et depuis combien de temps ça va pas en fait ? Et vraiment, voilà, c'est vraiment des très beaux personnages, et il y a une humanité qui et la dégage de ça, manière dont on cherche cet enfant dans chaque plan, c'est époustouflant. Mais justement, à ce sujet, moi je vous en parlais au Festival de Cannes, puisque c'était là qu'on avait découvert le film. Je vous disais que j'avais vraiment beaucoup aimé le film, mais que je trouvais qu'il y avait quand même 40 dernières minutes où on avait un petit peu compris le propos, et ça traînait un petit peu en longueur. Toi, tu l'as pas du tout ressenti comme ça, Vincent ? À Cannes, on est vite fatigué et on trouve tout très très long. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. On n'a pas parlé de la mise en scène, mais c'est comme au cœur du film. C'est un des grands metteurs en scène actuels, Andrei Zvyagintsev. On l'avait vu avec le retour, Léviathan, Elena, tout ça. Voilà, exactement. C'est un grand faiseur d'images, et là on a des plans inoubliables, en particulier le dernier. Voilà, exactement, avec une espèce de résumé de. Et puis c'est un film qui est extrêmement émouvant, vraiment. Ouais. Et c'est pas une émotion c'est une autre émotion que l'émotion de Coco. C'est un truc un petit peu plus en sous-marin. Ensuite le truc vous prend quand même à la fin, et c'est quand même extrêmement poignant. Ça aurait pu faire une magnifique Palme d'Or.
Absolument. Bah oui, c'était, oui. Il reviendra. Hein. Il a eu le prix du scénario avec Léviathan. Il a le là, c'est un portrait d'enfant. C'est le prix du jury. Prix du jury qu'il a eu. Et c'est un portrait d'enfant, moi, qui m'a beaucoup rappelé l'incompris de Comencini. De Luigi Comencini. C'est vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé. Bravo. Tu vois, on a des références. On cite Buñuel, Comencini dans ce live, c'est dingue. Numéro 2, ex aequo, et on en parlait tout à l'heure, on en parlait dans les commentaires, ils vont être contents, c'est Dunkerque. On a parlé de Détroit, maintenant Dunkerque, une autre ville qui s'adapte au cinéma. Dunkerque de Christopher Nolan, évidemment, qui a été une des claques de cette année. Alors, à titre personnel, c'était pour le montage, parce que il y a 3 temporalités qui se bouclent et se répondent et tout ça. Qui a envie de parler de Dunkerque le plus sur ce plateau? J'imagine que Max, toi, ça t'a énormément plu. Oui, je peux en parler. Je suis complètement d'accord. C'était une énorme claque. Ce qui n'était pas gagné quand même sur le papier, parce que c'était le moment. En fait, c'était un peu le moment où on allait savoir ce que Nolan avait dans le vide, parce que là il peut pas se cacher derrière des twists, il peut pas se cacher derrière des concepts de SF ou des trucs des super-héros, voilà, là il reprend une histoire vraie, c'est-à-dire l'évacuation des troupes anglaises de Dunkerque vers l'Angleterre en 1940. Et vraiment, après, donc il y a quand même un concept, puisque tu en parlais, donc il y a 3 temporalités qui se entrecroisent. Ça, c'est vraiment le petit plus Christopher Nolan, ce qui fait que le film lui ressemble beaucoup. Mais ouais, il arrive à faire un film qui est prenant et avec un sentiment d'urgence. C'est un peu, c'est notre collègue Olivier qui en parlait hier. Il nous disait que c'est un survival horror. Alors, survival, oui, horror peut-être moins. Mais c'est ce côté-là, en fait, c'est vraiment une histoire de survie plus qu'un film de guerre assez classique. En fait, c'est vraiment, il montre comment tous ces hommes, en fait, veulent survivre d'une façon ou d'une autre, comment ils veulent s'impliquer dans la guerre. Et c'est en ça, en fait, on est pris pendant, il dure un peu moins de 2 heures. D'ailleurs, il est assez ramassé. Et il y a des moments où tu te dis, en fait, ça fait 1h30 que je respire plus. C'est assez fou. Le twist improbable, enfin c'est pas un twist, mais le truc improbable de ce film, c'est que c'est un film de guerre où on ne voit que les soldats d'une seule nation, qui sont les soldats britanniques, et il n'y a pas d'affrontement, quoi. Donc on voit jamais l'affrontement direct, en fait, c'est ça. Mais ça fait partie de ces films, en fait, qui sont des courses contre la montre, qui sont même contre la mort, quoi. Mais c'est pour ça c'est le film de Nolan qui est le plus court, je crois. 1h37, c'est ça, ouais. 47 quand même. Mais c'est pas les 2h30 d'Interstellar, presque 3 heures d'Interstellar, je crois. Et ça fait partie de ces films qui te laissent, de la première seconde à la dernière, t'es essoufflé, en fait. Tu cours à perdre haleine avec les personnages. Moi, ça m'a un petit peu rappelé en termes de rythme, même si les films ont rien à voir comme ça, mais La Guerre des mondes de Steven Spielberg, où en fait, à partir du moment où les extraterrestres ont débarqué, ça s'arrête pas, et jusqu'à la fin. Et là, c'est pareil, c'est que la première seconde du film, premier coup de feu du film, tu cours avec les personnages et jusqu'à la fin. Et bon, évidemment, la BO de Hans Zimmer arrive à orchestrer ça de façon très, c'est un tic-tac d'horloge qui une bombe qui va exploser. Un métronome, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça apporte énormément à la mise en scène de Christopher Nolan, comme dans tous ses derniers films. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça a inspiré Valentin le bien nommé parce qu'il a demandé sa femme en mariage durant une séance de Dunkerque et elle a dit oui. Ah, mais c'est incroyable. Parce que depuis laisse-moi regarder le film. Non, mais depuis tout à l'heure, je voyais ce commentaire et je voyais pas la fin. Je me dis, mais à quel moment il a demandé en mariage sa femme? Donc c'était. Voilà. Énorme. Félicitations à vous deux, en tout cas. Est-ce qu'il l'a fait avec la voix de Tom Hardy, surtout? Parce qu'il y a aussi un cast assez fou, et on parlait de Nabil Pérez-Biscayer tout à l'heure, mais Tom Hardy aussi. Niveau jeu d'acteur basé sur le regard, il est assez fort. Kenneth Branagh qui est les yeux portés vers l'horizon, comme ça, c'est vraiment. En fait, c'est pas mal d'acteurs où si quelqu'un avait pu dire à un moment que c'était des acteurs limités, on leur montre ce film-là, ils vont comprendre. Ça va être assez. Et pour finir, c'est aussi un film où tous les plans sont magnifiques. Donc si vous regardez la bande-annonce, vous voyez que chaque plan on dirait un tableau. Donc voilà. C'est ça. En fait, ce qui est beau avec ce film, c'est que en fait Nolan il magnifie la défaite parce que c'est une défaite. Et on arrive à l'oublier parce que tout est l'espoir remplace la défaite. Exactement, voilà. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi génial en plus du montage et de la mise en scène qui est magnifique.
Avant de vous dévoiler notre numéro 1, pour vous faire un tout petit peu mariner, on va Salaud. On va parler de deux choses. Oui, déjà on va parler de ton coup de cœur à toi, Vincent. Ah bonjour. Bah oui, bonjour. Je m'endormais. Vous dites plein de trucs intéressants et tout sur Du Dunkerque. coup, tu t'endormais, c'est ça? C'est ça. Mais non, mais c'était bien, mais c'est extrêmement intéressant. Mais je me dis, à part le silence à opposer à ça, il y a rien. Oui, non, mais je vois surtout que t'as faim. Voilà. Donc, si tu veux qu'on aille manger plus vite, je te souhaite de parler de ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est Une vie violente, un film de Thierry Peretti. Ça avait été présenté à Cannes dans la semaine de la critique ou à la quinzaine, j'ai plus, à la semaine de la critique. Alors, c'est un film extrêmement brutal sur le nationalisme corse et la façon dont les mouvements nationalistes écrasent la jeunesse corse. En gros, hein, si on doit synthétiser le propos du film. Et donc, il est question de politique, il est question de société, et dans une forme absolument sublime qui est celle du film policier. Moi, je trouve que c'est un film qui est passionnant de bout en bout et qui nous dit un vrai truc sur l'engagement et sur le fait que si en fait on s'engage, on est prêt à tous les sacrifices, même les plus imbéciles. Et alors, en plus, on parlait des scènes d'introduction de dingue avec La La Land. Là, il y a une scène d'introduction qui est vraiment de dingue. Non, mais c'est un truc incroyable. C'est une espèce d'exécution, en fait, mais qui se passe alors que la scène n'avait pas du tout démarré là-dessus. Ouais, c'est un truc implacable. En fait, vous avez une violence sèche. On dirait un petit peu une violence à la Gomorrah. C'est un truc incroyable. Il faut absolument voir Une vie violente. Thierry Peretti. Il sort en DVD là. Oui, allez-y. Tout à fait. On dirait presque le spin-off de Un prophète sur les Corses. Moi, c'est l'impression que c'est j'ai un eu peu pendant ça. tout le film en fait. C'est un peu ça. Surtout qu'en plus le héros a des airs dans la diction et dans le physique de Tahar Rahim, donc du coup tu fais plus facilement le parallèle. C'est un excellent parallèle parce que on a les mêmes acteurs amateurs ou alors dont on connaît vaguement le visage et on peut arriver à s'identifier à fond avec ça, quoi. Je suis désolé, je vous laisse trop parler au fait, et il faut vraiment qu'on avance. Très très vite, le dernier gros événement de l'année 2017, c'est un truc qui s'est produit la semaine dernière, c'est le rachat de la Fox par Disney. Alors évidemment, on a notre spécialiste Disney à ma gauche, donc toi tu es très content, j'imagine. Ça va, t'as pas honte? Non mais en vrai, c'est un petit billet au passage, moi ça va trop. Ça ouvre beaucoup de perspectives. Mais je vais finir par plus être tant spécialiste que ça, parce qu'ils rachètent tout, donc finalement les spécialistes de la Fox sont aussi des spécialistes Disney. Mais oui, maintenant c'est un monopole. Quasi monopole. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils font. On avait le seul truc que je pourrais dire sans enfoncer peut-être des portes ouvertes, c'est qu'on avait peut-être au même titre qu'avec Lucasfilm, il y avait des signes avant-coureurs dans les parcs d'attractions où ils avaient déjà des Star Tours et des Indiana Jones. Là, ils avaient déjà ouvert un parc à thème Avatar en Floride qui pouvait laisser présager ça. Et c'est le seul indice que moi j'avais. Mais ouais, c'est. Et sinon, est-ce qu'il y a des réticences? Parce que moi, ça me fait flipper. Hein. Moi, ça me fout le vertige à oui, mort. bien sûr. En fait, c'est le truc, c'est que c'est de la concurrence souvent que naît la créativité. Et là, en fait, si ils se loupent sur un X-Men, Disney, ils se disent c'est pas grave, on va se rattraper avec un Avengers. Et j'ai un peu peur aussi pour la branche indé de Fox, qui s'appelle Fox Searchlight, dont j'aime beaucoup les films. Et rien que de voir le logo, ça me donne envie d'aller voir le film. Et quand tu vois ce que Disney fait avec ses films un petit peu originaux, genre les Tomorrowland qu'ils ont eu du mal à vendre et qui, étrangement, n'a pas marché. J'ai peur que ce soit pareil avec ces films-là. Franchement, s'ils réduisent le line-up là-dessus, on va un peu tous y perdre. C'est peut-être leur façon de récupérer une sorte de film qu'ils avaient plus, les films indépendants. Ce serait bien. Moi, le vrai problème que je vois, c'est que on sait que cette espèce de fusion va déjà faire perdre beaucoup d'emplois à beaucoup de gens. Il y a à peu près, il y a une estimation à 5000 personnes qui vont être virées suite à la fusion chez Fox. Et la deuxième chose, c'est que, donc c'est pas forcément très positif. Et la deuxième chose qui est pas forcément positive, c'est que les films, Fox avait un line-up de Fox Searchlight, Fox, enfin toutes les firmes filiales Fox avaient genre 45 films par an.
le fait d'être ajouté au line-up Disney, ils en auront peut-être plus que 30 et du coup il y a 15 films qu'on verra pas et puis voilà, ça va poser des vrais problèmes. Il y aura moins d'offres, donc peut-être moins de diversité. Donc je suis pas ultra enthousiaste pour l'instant en tout cas. D'accord. Côté super-héros, il y a juste le fait que les X-Men vont pouvoir affronter potentiellement les Avengers. Ouais. Super. Il y avait déjà pas assez de monde dans les films Avengers, en plus c'est bien d'en rajouter 45. La seule bonne nouvelle, moi je trouve que c'est que ça va obligatoirement engendrer une contre-culture. C'est en fait obligé. Elle est pas encore née. Le monopole est trop grand, quoi. Oui, franchement, c'est ça vont émerger à côté. Ouais. Oui, c'est une obligation. La vie veut ça, quoi. Voilà. C'est pas mal, ça. On devrait presque finir là-dessus, en fait. Voilà, mais du coup, c'est le cas. Désolé, on va finir là-dessus parce qu'on n'a pas le temps pour le numéro 1. Donc voilà, merci beaucoup. Au revoir. Vous avez attendu pour quel showman, mais quel showman. Ah là là. Il sera d'ailleurs il sera en tournée, il sera à Tours le 24, à Marseille le 26. Le numéro 1 de notre top, je pense que les internautes l'ont deviné depuis le temps. Non? J'avais passé la momie. Est-ce que c'est ça? Personne n'a deviné. Là, pour l'instant, ils sont sur. Il y a un internaute qui arrête pas de dire Brimstone, c'est génial. Tout simplement parce que c'est un film qu'on a déjà oublié. Non. Mais non, c'est pas du tout un film qu'on a déjà oublié. Quel troll cette Léa. Je vais laisser Laetitia nous dire quel est le top. Quel est le numéro 1? Le numéro 1. Le numéro 1 de la rédac est 120 battements par minute. Bravo, 120 battements par minute. Allez, c'est un film de Robin Campillo, effectivement, Ouais. qui a réussi à convaincre la rédaction d'Allociné. Et je dois dire que, enfin, je sais que pour toi c'est un film très très important. Moi, je l'avais vu aussi avec Brigitte et Vincent à Cannes, et on avait été bouleversés par ce film dès la première vue. Donc, qui veut prendre la parole? Mais Cannes a été bouleversé aussi. Alors donc, 120 battements en 2 mots, ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire d'Act Up, l'association Act Up, ouais, exactement, qui à la fin des années 80 a pris le destin des gays sidéens en main, et pour arriver à prendre en main son destin, en gros, et ils se sont, enfin c'est très très confus ce que je dis. C'était un groupe extrêmement militant, mais extrêmement pointu aussi, parce qu'ils arrivaient à tenir tête et à avoir un discours intelligible en face des grands labos, en face du ministère de la Santé. Enfin c'est un truc incroyable. Aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent. On n'a pas l'équivalent à ça aujourd'hui. C'était vraiment des activistes, au fait. Ils étaient vraiment dans l'action. Exactement. Ils étaient dans la provocation, dans l'activisme, évidemment, mais dans la pertinence aussi. Ils étaient extrêmement pointus et documentés. Et donc, alors, le film, il y a en fait une alternance entre des âgés, parce que c'était des assemblées générales, hein. Des âgés, le grand truc d'Act Up, c'était les assemblées générales, c'était le grand truc d'Act Up où on échangeait des idées, où on se clashait, etc. C'est un élément extrêmement important d'Act Up, et vous avez des scènes en contrepoint de la vraie vie. Voilà, où on voit des sidéens souffrir, on voit Act Up qui passe à l'action, parce qu'ils sont passés à l'action avec des coups d'éclat dont on se souvient plus ou moins, mais ce serait plus que moins. Ils ont vraiment marqué le début des années 80. Voilà. Et exactement. Au final, on a quand même un film extrêmement émouvant. Un film pertinent, une nouvelle fois, vraiment, c'est un des maîtres mots, je trouve. Et un film qui est, on parlait de devoir de mémoire, on en est pas très loin. Oui, mais il y a ces deux côtés-là, je pense. Il y a le film coup de poing, et il y a aussi le film extrêmement tendre. Oui, c'est ça, un film vraiment vibrant, un film qui rappelle, qui montre ce qu'aimer veut dire, et se battre pour aimer, et se battre pour vivre, et aimer librement, et vivre librement. Enfin voilà, c'est vraiment un film extrêmement vibrant, je sais pas comment dire autrement. Voilà, et il y a aussi cette histoire intime, parce qu'il y a donc ces scènes, oui, bien sûr. Il y a ces scènes dans les assemblées générales, mais il y a aussi cette histoire intime, cette histoire d'amour. C'est ça, on part d'un truc collectif pour arriver à l'individu. Voilà, une histoire d'amour qui s'installe, et bien sûr une histoire d'amour compliquée par la maladie et par le combat.
Et c'est extrêmement émouvant. Vraiment, c'est un grand film. Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit dans les commentaires Qu'est-ce qu'on en dit dans les commentaires et qu'est-ce qu'on en dit là-bas? On n'en dit pas grand-chose. Hein. Juste Anne-Sophie qui nous dit vous serez pas un peu chauvin, les gars? Chauvin. Non, on a mis 3 films français dans le top. Attendez, non, juste un truc, c'est pas du tout le genre de la rédaction d'être chauvin. Non, et là, ça le mérite quand même. On a un top avec des films français, russes, américains, tout ça. Enfin, on peut être très content. Et puis surtout, voilà, on entend beaucoup le cinéma français, pas d'inventivité, Exactement. on a que des à bras ouverts, etc. Bah, quand il y a un film comme ça, on le met dans notre top parce qu'il est bien, tout simplement. Et du coup, on est content de le mettre et on espère qu'il vous plaira en parlant aussi. C'est moi 120 battements, je rejoins Vincent sur le devoir de mémoire, c'est-à-dire que c'est une époque que j'étais trop petit pour connaître, donc voir ce film-là, surtout fait par quelqu'un qui a été lié avec ces gens-là, on peut pas lui reprocher d'essayer de cacher des choses, etc. Il montre ça tel que c'était, et du coup c'est instructif, c'est pédagogique aussi comme film, c'est un aspect aussi important du film, je trouve. Oui, parce que le réalisateur, en fait, c'est l'un des membres fondateurs de Act Up, donc c'est quelque chose qui est personnel, en fait, qui lui est personnel vraiment, et c'est peut-être pour ça que moi j'ai été beaucoup plus emporté par l'énergie de groupe que par l'histoire d'amour. En fait, je trouve je suis plus j'ai plus été touché par l'aspect collectif que intime du film. Donc c'est pour ça que je suis moins enthousiaste que vous, mais je trouve que c'est un film important et que c'est un beau film, et vraiment, et puis on retrouve encore Naël PS Biscayer dont on parlait tout à l'heure, qui est donc le visage, donc le César dans la popoche. Hein. Rien que pour ce film-là, le César du meilleur espoir, ne nommez pas 4 personnes à côté, genre c'est déjà plié, on gagnera du temps. Je vois que Léa boude un petit peu. Oui, mais je suis pas sûre qu'on a envie de lui donner la parole. Non, j'ai pas envie de j'ai pas envie de tailler le film parce que moi c'est un film qui m'a énormément déçu pour plein de raisons. Mais vous êtes tellement enthousiaste et tellement mignon et en même temps c'est un joli film, donc je vais garder mes réserves pour moi. C'est gentil de pas casser notre joie, c'est vraiment gentil. Je suis d'accord avec Léa, mais je vais garder aussi mes réserves pour moi, et je vais dire que Jean a trouvé la meilleure manière de terminer, peut-être en disant le meilleur film c'est Le Parrain. Ça sert à rien de parler d'autre chose. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on continue? Mais bien sûr, on est d'accord avec lui. Cinéma, pourquoi on continue à sortir des films? On a Le Parrain, je veux dire. On est tout à fait d'accord avec lui. Enfin, évidemment, le Parrain, c'est sublime, mais bon, depuis la vie continue, quoi. Depuis 72, c'est ça. On a fait d'autres trucs depuis. Quand même. Bon, mais est-ce qu'ils étaient très 72 bien, BPM. En tout cas, il est vraiment l'heure de vous libérer tous, et merci beaucoup d'avoir été sur le plateau. Ouais. Et c'est l'heure des remerciements. Donc on remercie évidemment Julien qui est à la réalisation et Constance qui est derrière la caméra. Merci beaucoup de vous occuper de ces émissions qui sont si bien réalisées. On remercie évidemment tout le reste de la rédaction d'Allociné qui est dans les étages là-haut au-dessus, et avec qui on bosse et avec qui on a fait ce très très joli top. Et puis on vous remercie naturellement vous aussi de nous suivre, parce que si vous nous suiviez pas, on ferait pas ces lives. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout, et puis on se retrouve l'année prochaine pour un autre top avec d'autres beaux films. Merci infiniment. Salut, bye bye. Des bisous. Salut. Bye bye.